Bonjour à tous, cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur les tests statistiques. Donc on a vu un certain nombre de généralités. Maintenant on va s'intéresser à deux notions, la pureté et l'acceptation d'un test statistique, et avec un exemple que je vais essayer de suivre un petit peu en détail, même si, encore une fois, on ne verra pas comment on construit réellement la variable aléatoire du test statistique, on verra ça plus tard. Donc là, l'idée, c'est on va prendre un cas un peu de physique, on imagine qu'on a un détecteur qui mesure un certain nombre d'informations, l'impulsion, l'énergie déposée dans le détecteur, etc. hein. Et on sait que nos particules, ce sont soit des électrons, soit des pions. Et donc, on aimerait faire un test statistique pour identifier et savoir si c'est plutôt un électron ou plutôt un pion. Donc, tester cette hypothèse. Donc pour cela, on construit donc une variable aléatoire avec à l'aide d'une fonction qui va prendre toutes nos informations. Je vais noter cette variable aléatoire t, et donc j'ai deux hypothèses, H0 pour les électrons et H1 pour les pions. Et je peux prévoir la distribution de t que j'attends pour les électrons et la distribution, la fonction de densité de probabilité que j'attends pour des pions. Donc ces fonctions de densité de probabilité, je les ai notées GEU pour les électrons, GPU pour les pions. Et donc, on peut faire tout ce qu'on a déjà défini, calculer l'efficacité, le pouvoir de réjection, l'erreur de première et deuxième population. D'espèce, pardon, cherchez le mot. L'erreur de première ou deuxième espèce, donc première espèce alpha et deuxième espèce E. On peut faire tous ces calculs et on a vu comme ça. Alors maintenant, on va se poser la question, comment je fais pour optimiser un peu ma coupure. Ma coupure ici sur la variable U que j'ai représentée ici. Alors pour cela, on va rajouter trois ingrédients, en fait quatre ingrédients, mais ils sont tous couplés. Donc je vais noter A de E, la fraction d'électrons que j'ai dans mes données. Je sais, par exemple, que je vais produire, par exemple, 10 fois plus de pions que d'électrons. Donc ça, je le sais, c'est une donnée expérimentale, en tout cas, que je peux connaître. Et puis, donc, si je connais la fraction d'électrons, je peux en déduire la fraction de pions. C'est 1 moins AE. Alors, je vais noter API, mais c'est 1 moins AE. Donc, c'est 1 moins la fraction d'électrons. Je peux calculer le nombre, donc, d'électrons que j'ai. Si j'ai observé n, grand N événements, le nombre d'électrons que j'attends, c'est AE fois n, et le nombre de pions que j'attends, c'est API fois n. Alors naturellement, c'est statistique, donc je n'en ai pas forcément NE, j'en ai pas NP, mais en tout cas, c'est les nombres que j'attends dans mes données. C'est le nombre moyen que j'attends. Donc gardons ça en tête, et on va pouvoir, grâce à ça, définir ce qu'on appelle la pureté. La pureté, c'est finalement, dans mon échantillon, en fonction de la position de la coupure, je peux définir le nombre d'électrons que je vais accepter a priori par rapport au nombre d'événements total que je vais accepter. Ça, c'est ce que je vais appeler la pureté. Et donc, en fait, ça s'accumule assez facilement. Cette pureté, c'est tout simplement le nombre d'électrons que j'attends multiplié par epsilon 0, c'est-à-dire l'efficacité d'acceptation, l'efficacité de ma coupure et donc de mon test statistique. Et le nombre d'événements total acceptés, petite faute ici, c'est quoi? C'est le nombre d'électrons que j'ai acceptés, donc c'est le même terme qu'en haut, plus le nombre de pions que je vais accepter. Et ce nombre de pions, finalement, c'est le nombre de pions a priori que j'ai reçus multiplié par l'erreur de seconde espèce, c'est-à-dire les faux positifs. Donc ça me permet d'avoir la pureté. Et donc, on peut l'exprimer en fonction de la position de ma coupure. Donc, pas tout à fait directement, on va le faire un petit peu différemment, mais je peux remplacer, donc je divise tout par AEN epsilon 0, comme ça j'ai 1 ici et 1 ici, et je me retrouve avec quelque chose de relativement simple ici. J'ai le rapport entre la fraction de pions divisée par la fraction d'électrons, multiplié par l'erreur de seconde espèce, divisé par l'efficacité de ma coupure, enfin de mon test statistique. Donc une fois que j'ai fait ça, vous voyez que je peux finalement, j'ai un moyen de donner epsilon 0 en fonction de E. Donc voilà, j'ai fait le calcul rapidement, c'est pas compliqué, j'inverse ma fraction et puis j'isole epsilon 0. Et donc je peux donner epsilon 0 en fonction des autres paramètres, le rapport toujours entre les fractions, et puis ici j'ai la pureté d'électrons que j'ai, et ici l'erreur de seconde espèce. Donc ça, on peut maintenant faire un petit calcul. Si je vous donnais une pureté,
par exemple de 90%. Donc je veux une pureté de 90%, c'est-à-dire un rho E de 0,9. Et si je connais le ratio entre le nombre de pions et le nombre, la fraction de pions et la fraction d'électrons, là je la fixe à 10, et ben je peux calculer le epsilon0 en fonction de E. Donc là j'ai un epsilon0 qui serait égal à, si vous faites le calcul, vous allez trouver 90 fois E. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Et ben en fait, on va l'utiliser sur notre courbe de Roch. Donc notre courbe de Roch, c'était l'efficacité en fonction de E, en fonction du taux de faux positifs. Et donc maintenant, j'ai une deuxième relation. Ça, c'est ce que me donne mon TS lorsque je déplace ma coupure, cette coupure ici. Et ici, c'est la courbe que j'ai besoin de satisfaire pour avoir une pureté de 90% avec un ratio de 10. Donc ça, c'est une droite, et donc j'ai juste tracé la droite. Vous regardez l'intersection et ça vous donne la coupure que vous devez mettre pour avoir sur votre test statistique pour avoir votre ratio et votre pureté de 90%. Donc là, ça va m'assurer d'avoir une pureté de 90%. Alors, faites attention, cette courbe de Roch, elle est forcément elle est à 2 dimensions, mais par contre, les coupures ici, ça peut être compliqué, ça peut être à n dimensions, puisqu'on peut avoir une variable aléatoire pour notre test statistique à n dimensions. Donc on peut créer cette courbe, mais voilà. Donc ça me permet de fixer ma coupure, en fait, ou mes coupures. On peut également vouloir fixer l'efficacité et choisir en conséquence la réjection optimale. Alors, c'est ce qu'on appelle le choix de la région d'acceptation ou le choix de la région critique. Il y a 2 termes pour dire ça. Alors, à une dimension, c'est hyper simple, puisqu'on voit que quand je choisis mon efficacité, je choisis en même temps la réjection. Il suffit que je décale ça et on voit tout de suite que mon pouvoir de réjection, il dépend en même temps que l'efficacité de la coupure, et on peut facilement calculer. Donc à une dimension, c'est relativement facile. Ce qui va être plus compliqué, c'est quand on a un TS qui est à plusieurs dimensions. En fait, il va pouvoir exister différentes coupures qui vont donner la même efficacité. Donc on peut imaginer ici, j'ai représenté quelque chose à 2 dimensions avec mes fonctions de densité de probabilité. On peut dire que ça, c'est la fonction de densité de probabilité pour les électrons, et ça, ce serait ma fonction de densité de probabilité pour mes pions, avec 2 variables, si on n'a que 2 variables, U1 et U2. Donc à 2 dimensions, un TS à 2 dimensions, et on pourrait couper différentes façons pour avoir la même efficacité. Je vous rappelle, l'efficacité, c'est finalement la quantité d'électrons que je vais conserver. Donc on pourrait couper, alors je vais faire un truc bête, mais si je coupais au milieu ici, je garderais 50%, mais on pourrait couper ici et garder aussi 50%. Donc vous voyez qu'il y a 2 façons d'avoir la même efficacité. Mais si je coupe ici, je ne vais pas du tout avoir la même réjection que si je coupe comme ça ou si je coupe comme ça, avec quand même une efficacité de 50%. Donc là, on se doute bien qu'il faudrait mieux couper comme ça pour avoir notre 50% en se séparant au maximum des pions. Mais ça, naturellement, c'est un exemple très simple. Alors en fait, il y a une façon de faire qui va nous permettre de choisir la coupure la plus efficace pour avoir la réjection optimale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le critère de Nyman-Pearson. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le rapport entre la fonction de densité de probabilité de mon hypothèse H0 sur la fonction de densité de probabilité de mon hypothèse H1. Et on va mettre une coupure sur ce rapport en disant qu'on va conserver tout ce qui est supérieur à quelque chose. Donc on voit bien que si la fonction de densité de probabilité G0 est plus grande que G1, on va dépasser 1. Et après, on peut mettre une coupure pour avoir un critère qui va nous conserver au maximum nos électrons par rapport à nos pions. Alors, on peut mettre 1, on peut mettre 0,5, ça dépend vraiment de ce qu'on va faire. Mais ça, cette coupure, elle va nous permettre de fixer à la fois epsilon0 et PR, c'est-à-dire notre efficacité et notre réjection, en étant sûr d'avoir la meilleure réjection pour la valeur epsilon0 qu'on aura obtenue. Donc ça, c'est quelque chose qui est très efficace. Je ne vais pas faire de démonstration sur ça. Je pense que ça peut se comprendre, même si le fait que ce soit la meilleure éjection, ça c'est
plus difficile à démontrer. Mais en tout cas, c'est assez simple de comprendre que ça va nous permettre de faire une coupure qui va nous permettre d'extraire notre population H0 par rapport à notre population H1. Et on verra d'ailleurs qu'on va pouvoir directement créer un test statistique à partir de ce critère. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. On va créer en fait des tests statistiques à partir de ce rapport entre nos deux fonctions de densité de probabilité. Voilà pour cette vidéo. Donc vraiment, les coupures, on va les positionner en fonction de ce qu'on a envie de faire. C'est ça qui est vraiment important à retenir. Et il y a plusieurs façons d'atteindre cet objectif.